En cette période estivale propice aux apéros de fin d'année, aux festivals et bientôt aux séminaires de rentrée, alerte au malaise car on va se pencher sur la question du team building. Il y a quand même quelqu'un qui s'est levé un matin en se disant « J'ai besoin de remotiver et souder mes équipes, mais comment faire? Donner du sens à leur travail? Non. Valoriser leur réussite? Mais non. On va faire un atelier poterie. Oh non, pas de karaoké. La dernière fois, Lisa nous a cassé les oreilles. Pas d'escape game, s'il te plaît, je suis claustro. S'il te plaît, pas de Olympiade, je me suis joué la cheville, là. Le team building, pour moi, c'est comme un médicament. Il peut se produire des incidents, mais on a vécu quelque chose ensemble. Bon, même si ça s'est pas très bien passé, disait le monsieur, puisque il y avait une femme, elle a subi un viol. Mais quand même, l'équipe a tenu. Donc au début, c'était une demande, je mets une demande par mois, c'est devenu une demande par jour. C'est un très gros marché avec une très forte croissance. Ils vont se focaliser sur l'activité amusante qu'on leur propose. Au moins, ils vont pas trop discuter des choses qui fâchent, etc. Dans cette vidéo, je vais vous raconter différents témoignages de salariés ayant participé à ces fameux team building. On va interroger différents chercheurs et chercheuses afin de comprendre pourquoi de plus en plus d'entreprises investissent dans ce genre d'activité. Et enfin, on va confronter tout ça aux agences événementielles qui sont au cœur de ce business. D'où vient cette culture du fun en entreprise? Pourquoi on dépense autant d'argent là-dedans? Quel impact ça a sur le travail lui-même? Et ne faudrait-il finalement pas en finir avec les team building? Avant de démarrer, laisse-moi te parler d'Incogni, le sponsor de cette vidéo. Pour faire cette enquête, il faut savoir que j'ai contacté des dizaines d'entreprises de team building en laissant mon mail et parfois mon numéro de téléphone. Résultat, c'est exactement comme ça qu'on se retrouve spammé de mails, d'appels ou de SMS commerciaux non sollicités. Et si tu te demandes comment ces spammers obtiennent ces informations, eh bien sache qu'ils les achètent probablement à ce qu'on appelle des data brokers, des entreprises qui collectent tes données et se font de l'argent en revendant tout ça. La bonne nouvelle, c'est que grâce au RGPD, tu as le droit d'exiger que tes données soient retirées de ces listes. Et si comme moi, t'as la flemme d'engager des démarches complexes avec des dizaines de data brokers différents, tu peux utiliser Incogni. Il suffit de leur signer un mandat pour qu'ils fassent ce taf à ta place. Alors moi je me suis inscrit il y a quelques semaines et comme tu peux le voir, ils ont déjà envoyé 49 demandes, dont 40 qui ont abouti et 9 toujours en cours. 17 data brokers m'ont automatiquement inscrit à leur liste de suppression, ce qui veut dire que je serais automatiquement effacé s'ils venaient de nouveau à collecter mes données. Et il semble que j'aurais passé une trentaine d'heures si j'avais dû faire toutes ces démarches moi-même. Incogni, ça marche par abonnement, mensuel ou annuel, parce que tant que tu restes inscrit, il continue d'envoyer régulièrement des demandes de suppression auprès des data brokers. Et sache que tu peux avoir 60% de réduction sur l'abonnement annuel en passant par le lien en description ou avec le code réflexion basse. Donc c'est un service intéressant si tu crains pour tes données personnelles ou que tu as tendance à les laisser traîner un peu facilement. Merci à Incogni de soutenir cette vidéo. Maintenant, on peut retourner à notre sujet. Afin de bien comprendre de quoi on va parler dans cette vidéo, je vous propose de démarrer avec une histoire, celle de Ben, dont le métier est justement d'animer ce type d'événements en entreprise. Ben a travaillé pendant plusieurs années comme animateur indépendant pour des boîtes d'événementiel. Et ce jour-là, il se rend justement dans une sorte de château de ouf à la campagne avec tout ce qu'il faut pour bien boire, bien manger, mais également des immenses jardins dans lesquels auront lieu l'activité principale du karting. Sauf que ça ne va pas vraiment se passer comme prévu. Aujourd'hui, l'agence qui m'embauche a fermé, alors je peux vous raconter ce qui s'est passé. Parce que j'étais loin d'imaginer que j'allais vivre la journée de team building la plus gênante qui ne me soit jamais arrivée. Pourtant, le client était une banque réputée, il y avait une cinquantaine de participants avec un budget conséquent. Mais c'est en arrivant sur place que j'ai découvert le concept de Formula Fun que je devais animer. Est-ce qu'il s'agissait de vrai karting? Non, trop dangereux. L'agence a préféré opter pour des cartes à pédales, littéralement des jouets pour les enfants. Et pour couronner le tout, les équipes devaient décorer leurs cartes avec des ballons gonflables, des assiettes en carton, des feutres et de la ficelle. Même si la santé et la sécurité ne doivent jamais être négligées dans ce type d'événement, là il n'y avait vraiment aucun risque puisque j'étais le seul autorisé à utiliser les ciseaux. Les 10 équipes se sont donc retrouvées à faire la queue pour que je découpe leur assiette en carton. Le tout dans la bonne humeur, grâce à l'animateur insupportable qui enchaînait les blagues douteuses au micro. C'est pas rare d'avoir un animateur dans ce genre d'événement, mais là il était tellement lourd qu'au bout de 10 minutes, le client a demandé à ce qu'on augmente le volume de la musique pour camoufler sa voix. Comme vous pouvez l'imaginer, l'enthousiasme était à son comble. Malgré tout ça, la plupart des participants ont joué les jeux. Évidemment, la direction qui a organisé ce fiasco, supervisé tout ça, et tenté de se planquer ou d'aller discrètement vers le bar aurait pu leur attirer des ennuis.
Alors, je trouve que cette histoire résume assez bien l'image qu'on a des team building. Des salariés forcés à participer à des activités souvent infantilisantes et qui le plus souvent n'ont rien à voir avec les missions du travail. Pour en donner une définition plus consensuelle, le team building, littéralement construction d'équipe, c'est donc toutes les méthodes, les activités ou les événements qui permettraient de resserrer les liens au sein d'une équipe de travail. Sauf que cette définition, elle reste hyper floue. Il se trouve même que de toutes les vidéos que j'ai faites, c'est la notion que j'ai eu le plus de mal à définir. Alors on va revenir sur la question de la définition un peu plus tard, mais pour l'instant, essayons de comprendre d'où viennent les team building, comment expliquer leur regain de popularité, mais surtout pourquoi ils ont autant de mal à se détacher de cette image infantilisante et ringarde. On peut trouver des origines au team building dès les années 30 quand le sociologue Elton Mayo a voulu tester l'impact du niveau d'éclairage sur l'efficacité des ouvriers sur les chaînes de production industrielles. Quel que soit le changement apporté, il notait toujours le même résultat, une hausse ponctuelle de la productivité et puis plus rien. Et après quelques expérimentations, il va faire une conclusion très novatrice. Le simple fait de s'intéresser et d'impliquer les travailleurs, comme ce fut le cas au cours de ces expériences, aurait un effet sur leur performance. Cependant, le team building tel qu'on l'imagine aujourd'hui va faire son apparition quelques décennies plus tard, dans les années 70-80. À la base, il est plutôt destiné aux équipes de commerciaux qui sont déjà traditionnellement plongés dans un univers de compétition. Et à ce moment-là, on est très loin des dispositifs fun et bienveillants prônés par les entreprises d'aujourd'hui. Je me souviens de tous ces reportages télévisés qui mettaient en scène des cadres en treillis, en stage commando façon Rambo. Il me semble que cette technique était très influencée par l'idéologie libérale des années 80-90, et thatchérienne en diable. Effectivement, en tout cas, ça renvoie à la grande époque du leadership de la performance, une dimension de compétition dans un univers violemment concurrentiel où le chef hiérarchique a laissé la place au leader. Et le leader, l'analogie est plus facile à faire avec le coach d'une équipe d'un sport collectif, voire effectivement la transposition dans l'univers militaire. Et ça a été le must, ça a été la grande époque du saut à l'élastique. Que ce soit par des stages commando, des épreuves de survie ou des fausses prises d'otages, l'idée est toujours plus ou moins la même. En confrontant les salariés à des conditions extrêmes, on teste leur capacité de résistance à la violence qu'il ou elle pourrait connaître en entreprise. Ce qu'on doit tester, c'est leur résistance à la violence, la vraie violence. Dans un entretien qui sera publié sur la chaîne à la rentrée, la sociologue du travail Danielle Linhart raconte même qu'à cette époque-là, les team building pouvaient être utilisés comme une manière de tester et d'évaluer les salariés. Moi, je me souviens, j'avais été, c'était il y a une trentaine d'années, à un séminaire qui avait été organisé par un patron qui reprenait des entreprises en difficulté. Et il a dit, avant de donner mon accord pour reprendre cette entreprise, je vais proposer à l'équipe de direction d'accepter de faire une expédition dans la jungle en Amérique latine. Ils vont être déposés par un hélicoptère avec une boussole, de l'eau, pas de nourriture, et une semaine plus tard, ils vont être repris à un certain lieu par l'hélicoptère. Ils se tournaient vers nous. Voilà, c'est comme ça qu'on peut mesurer la capacité face aux difficultés, parce que c'est pas évident de vivre dans la jungle. Sur cette réalité-là, je me suis dit, je peux faire confiance à l'équipe de direction, ils vont tenir le coup, et j'ai repris l'entreprise. Bon, même si ça s'est pas très bien passé, disait le monsieur, puisque il y avait une femme, elle a subi un viol. Mais quand même, l'équipe a tenu. Cette méthode du team building va alors s'exporter dans les entreprises du monde occidental, jusqu'à connaître un premier âge d'or dans les années 80-90. Sauf que, à un moment, on va commencer à douter. Une douzaine de commerciaux d'une entreprise partent dans un séminaire qui font de l'acrobranche, ils vont marcher sur des fils, tout ça, etc. Et à un moment donné, comme un cheval devant l'obstacle, il y a un vendeur qui refuse de traverser un endroit assez scabreux. Et là, il y a un clash vraiment très conflictuel. Et c'est là qu'il y a 2 ou 3 commerciaux qui disent au Magnétor, fais attention, parce que c'est le meilleur vendeur de l'équipe, le mec. Il fait des résultats extraordinaires, sauf qu'il a le vertige. Donc là, on s'interroge sur le sens à donner à ça. Finalement, on se rend assez vite compte que le fait de vivre des situations extrêmes était souvent très éloigné de la réalité du travail, et que ce qu'on vit en team building était difficilement transposable au quotidien. De plus, comme je le racontais dans une de mes vidéos précédentes, les années 2000, c'est le moment d'une grosse prise de conscience des effets que le management peut avoir sur la santé mentale des salariés. On est en plein dans le choc de ce qui se passe à France Télécom. C'est la première fois qu'on se rend compte que le management peut causer des souffrances invisibles qui peuvent mener à des suicides. Le team building ne sera évidemment pas épargné par cette remise en question. Fini la mode des prises d'otages, des stages de survie ou du saut à l'élastique, les entreprises qui souhaitent continuer à jouer à ça doivent désormais le faire dans un cadre inoffensif.
Un décalage va se creuser entre une communication qui continue de promettre du sensationnel et la réalité souvent décevante des activités. C'est comme ça que le team building est devenu une caricature de lui-même et qu'il a fini par se ringardiser. C'est d'ailleurs ce que racontait Ben dans son histoire de carte à pédale. Malgré une averse qui était en train d'éclater, le coup de klaxon a donné le départ de la course. Hélas, le sol n'étant pas vraiment adapté aux kartes, les clients exaspérés essayaient tant bien que mal de pédaler sur le gravier et c'est la course la plus lente de l'histoire qui a commencé. Et il aura quand même fallu attendre 15 très longues minutes avant que l'organisateur ne mette fin à cette mascarade, aux grand dames du pilote de tête qui se trouvait alors à 8 mètres du point de départ. C'est ainsi que s'est terminé le grand Formula Fun, officiellement annulé à cause des conditions météo. Les pilotes abandonnant derrière eux leur bolide, fait d'assiettes détrempées et de ballons à moitié dégonflés. À la suite de cet événement catastrophique, Ben va se décider à monter sa propre agence événementielle, afin de ne plus jamais faire revivre ça à ses clients. Si nous avons ajouté de nombreuses activités de team building à nos événements, un fauconnier, un chocolatier et même une dresseuse de canards, je ne pense pas que les cartes à pédales feront leur apparition sitôt. Et Ben a eu du flair puisqu'on est aux prémices de ce qui sera le deuxième âge d'or du team building dans les années 2010-2020. Les premiers à entrer sur le marché sont les animateurs historiques qui vont créer des entreprises 100% dédiées à l'organisation de team building. Je m'appelle Patrick Victor, j'ai aujourd'hui pratiquement l'âge de la retraite puisque j'ai créé il y a presque 40 ans une des premières entreprises qui a proposé du team building sur le marché français. Mais c'est qu'une toute petite partie de ce que représente ce marché. Alors, dans la définition que moi j'entends du marché du team building en France, il ne doit pas dépasser au niveau national les 100 ou 150 millions d'euros par an. Et c'est là que la question du team building devient plus complexe. Parce que face à la demande croissante, de nombreuses entreprises du secteur du tourisme, du loisir et du divertissement vont à leur tour entrer sur ce marché. Donc au début c'était une demande, je mets une demande par mois, c'est devenu une demande par jour, et on s'est dit ok, mais en fait on a clairement un truc à constituer, et en fait il faut qu'on arrive à créer une offre dédiée pour les entreprises. Dès lors, n'importe quelle activité de tourisme, de loisir ou de divertissement pourra devenir un prétexte à team building. C'est notamment ce qu'on appelle l'incentive, c'est-à-dire toutes les activités qui ne sont pas directement axées sur la construction d'équipes, mais qui sont utilisées pour motiver ou récompenser des salariés. Si on ajoute à ça l'ensemble des prestataires qui interviennent ponctuellement, mais qui représentent une part importante des dépenses, comme les coachs, les formateurs, les entreprises d'hôtellerie, de transport ou de restauration, tu captes pourquoi c'est impossible de donner un chiffre précis, ni même de définir le team building comme un secteur d'activité. Alors faut-il comptabiliser uniquement le chiffre d'affaires des entreprises dédiées 100% au team building? Est-ce qu'une sortie à Disney entre collègues peut être comptabilisée comme telle? Sachez que c'est des débats sur lesquels même les professionnels du secteur ont du mal à s'accorder. Par contre, il y a une chose qui met tout le monde d'accord. C'est un très gros marché avec une très forte croissance. C'est une croissance de 10% par an. Ce marché est dynamique parce qu'il répond à une demande de la part des entreprises. D'abord, le team building leur permet de travailler leur image de marque en communiquant sur la bonne ambiance et sur le bien-être de leurs salariés, ce qui, sur un marché du travail tendu, est un bon moyen de garder leurs salariés. Et de plus, un peu comme dans une équipe sportive, on espère que créer des liens permettra d'améliorer la performance. C'est ce qu'explique Thomas Simon, docteur en sciences de gestion. C'est-à-dire que si on a mis en place ce dispositif-là, on veut ensuite que les équipes soient performantes pour atteindre les objectifs fixés par la direction de l'entreprise. Donc, si je récapitule, après un premier âge d'or dans les années 80-90, le team building, qui était considéré comme archaïque pour ses méthodes violentes, a fini par se ringardiser. À partir des années 2010-2020, il connaît un regain de popularité, notamment après s'être tourné vers des activités de tourisme, de loisirs ou de divertissement, et en promettant de jouer sur le bien-être et la performance des travailleurs. Sauf que ce que je viens de vous présenter, c'est un peu la belle histoire qu'on trouve sur les plaquettes commerciales des professionnels du team building. Ce que je vous propose, c'est donc de regarder tout ça d'un autre point de vue, celui des salariés. Et donc, les team building rendent-ils vraiment les salariés plus heureux et plus performants ? Thomas Simon et Xavier Philippe, respectivement docteurs en sciences de gestion et en sociologie du travail, ont recueilli et analysé les témoignages de 35 jeunes diplômés ayant participé à des team building. Et nous, le parti pris qu'on a eu avec mon collègue Xavier Philippe, c'est de donner la parole à des gens qui le vivent. Est-ce que vous, concrètement, ça vous a servi? Qu'est-ce que vous en avez tiré? Et ça n'a jamais été fait. Et il raconte tout ça dans un article scientifique intitulé « Les errances du team building quand les jeunes diplômés dénoncent les absurdités des séminaires de cohésion ». Franchement, ça vaudrait grave le coup d'approfondir tout ça avec un public plus large et plus diversifié, parce que, à ma connaissance, ce sont les seuls qui ont offert un cadre d'expression sérieux, en dehors des discours contraints de l'entreprise, à des cobayes du team building. Et donc la première question à laquelle leur enquête permet de répondre, le team building permet-il vraiment d'améliorer le bien-être des salariés? Le premier constat qu'on a eu dans les résultats, c'est qu'il y avait un constat général d'absurdité, d'inutilité. On en a qui nous disent qu'ils ont passé des journées à coller des gommettes sur une affiche, d'autres qui lançaient des pelotes de laine, à monter sur un Segway avec un manager
qui n'étaient pas du tout à l'aise, etc. Et donc ça, pour le coup, les managers et les agences d'événementiel ne manquent vraiment pas d'inventivité pour créer des activités un peu saugrenues. Vraiment, on se dit, mais ça défie le bon sens de mettre ça en place. Le Shifumi géant, en une minute, là, ça a été retourné, quoi. C'était le Stade de France, très impressionnant. Dans leur enquête, ils expliquent qu'en fait, le principal bénéfice des team building est de permettre aux salariés de faire connaissance. Alors, a-t-on vraiment besoin de dépenser autant d'argent dans ce genre de dispositif pour que les gens se rencontrent? Qu'est-ce que ça dit sur l'organisation du travail et de l'entreprise qui a besoin de ça? On y reviendra. Le deuxième constat de leur enquête concerne la question du fun. Est-ce que la participation à un dispositif fun découle sur plus de bien-être des salariés? On avait une jeune diplômée qui nous avait parlé de 2 jours vraiment de team building assez intense avec des soirées festives au milieu de tout ça. Et elle, pour elle, c'était très très inconfortable de se dire je dois être pote déjà avec mes collègues de travail et puis me mettre une cuite avec mon manager à côté de moi. Je trouve ça très bizarre parce que on va se retrouver après la semaine dans une logique hiérarchique. Je vois pas très bien comment je vais pouvoir retourner à mon quotidien de travail après avoir vu ou vécu ça. Et là, ça brouille les signaux pour des collaborateurs qui sont en quête de cohérence, quoi. Si on est amis, mais si on l'est pas, si c'est juste pendant le temps du team building, c'est compliqué, quoi. Et personnellement, c'est un truc que j'ai déjà vécu. Lors d'un stage que j'avais fait dans une entreprise, j'avais essayé de m'intégrer en participant aux conversations et en rentrant dans l'humour un peu provoque des managers. Résultat, j'ai été recadré au bureau le lendemain. Alors, je comprends qu'on m'ait recadré, mais pour une première expérience, j'avais beaucoup de mal à comprendre ce qu'on attendait de moi. D'un côté, on t'incite à boire et faire la fête, et de l'autre, on te reproche d'être bourré ou de faire les mêmes blagues que les autres. Loin d'être un moment de rupture, de coulisses. Parce qu'on pourrait se dire, le team building, c'est un peu les coulisses. On a le droit d'être un peu soi-même. C'est d'ailleurs l'injonction du management. Soyez vous-même. Et finalement, il y a toujours des relations hiérarchiques. On est toujours observé, on est toujours jugé, etc. Ces moments de cohésion n'échappent pas à la règle de la mise en scène de soi en entreprise. C'est une sorte d'injonction au fun. Soyez amusants, amusez-vous, alors qu'on n'a pas forcément envie d'être dans cette logique-là. Et un autre problème avec ces dispositifs, c'est que le fun, c'est clairement quelque chose qui est subjectif. Je vais vous raconter l'histoire de Caroline, qui illustre ça très bien. En 2019, elle a écrit un long post sur un forum en réponse à la question « Quelles sont les pires activités de team building auxquelles vous avez participé ?» Et voici comment elle raconte ça. Je débutais comme rédactrice dans une célèbre agence de publicité. Une culture particulièrement compétitive et surnoise régnait dans l'équipe. Un jour, la direction a décidé de faire appel à un coach pour tenter d'améliorer les choses. Le team building s'est déroulé de la manière suivante. Un coach enchaînait des paraboles pseudo-philosophiques sur les relations humaines avant de nous demander de fermer les yeux pour un petit exercice de mise en situation, censé être fun et inspirant. Imaginez que vous êtes une femme, seule à la maison. Votre mari est en voyage d'affaires, il sera absent un moment. Personne ne peut vous voir, ni vous entendre. J'ai les yeux fermés, je m'imagine sur le canapé avec un pot de glace, à regarder une série. Soudain, on sonne à la porte. Vous allez ouvrir. Fabio est à la porte. Bon, là c'est une ref américaine, j'ai dû faire 2-3 recherches pour comprendre. Il s'agit de Fabio Lanzoni, un acteur américain de seconde zone, visiblement très connu pour ses pubs pour la margarine dans les années 90. I can't believe it's not butter. Du coup, imagine juste que dans la tête d'un publicitaire américain, c'est l'archétype du sex symbole de la ménagère qui regarde la télé. Quelques secondes de silence pour que tout le monde visualise la scène, puis il enchaîne. Qu'est-ce que tu fais? Tu te laisses tenter? Tu l'invites à entrer? Après tout, personne ne le saura? Non. Mon Dieu, non, c'est carrément flippant. C'était clairement un fantasme masculin chelou. Comment ce mec a pu croire que c'était une situation appropriée? Surtout en pensant à celles qui ont pu être agressées ou violées. J'étais pas la seule à être choquée. Après quelques secondes de silence stupéfait, des rires nerveux ont éclaté, puis des huées. Beaucoup de personnes, surtout des femmes, ont quitté la salle pour aller se plaindre. Je trouve que cette histoire montre assez bien que la notion de fun n'a rien d'universel et qu'elle peut facilement entraîner du malaise, du ressentiment, voire même de la révolte dans un contexte professionnel. Et donc du point de vue d'un salarié, bien que ces dispositifs soient considérés comme fun, les team building ne semblent pas découler sur plus de bien-être. Alors, l'autre question qui nous intéressait, c'était de savoir si, après avoir participé à un team building, les salariés sont plus performants. Eh bien, avant d'être allé interroger des salariés, Thomas Simon et Xavier Philippe ont fait ce qu'on appelle un état de l'art, c'est-à-dire un tour d'horizon des recherches existantes afin de savoir ce qui a déjà été dit et si elles le permettent de pouvoir s'appuyer sur ces recherches précédentes. Et pour résumer, on peut dire qu'après l'analyse de plus d'une centaine d'études, dont les plus anciennes datent de 1950, la recherche scientifique n'a pas réussi à établir de lien clair entre team building et performance d'équipe. On avait une littérature qui essayait de faire le lien entre team building et cohésion et donc performance. Il n'y a pas de résultats tranchés sur ça. D'ailleurs, ça serait même parfois l'inverse qui se produirait lorsque les team building sont utilisés pour pallier à des problèmes de management. Si ça devient un dispositif récurrent sans qu'on s'attaque vraiment aux problèmes concrets, progressivement, on a des collaborateurs qui vont se détacher de leur quotidien de travail, ils vont faire le minimum syndical et puis progressivement, on peut avoir des démissions et donc un taux de turnover pour l'entreprise qui va augmenter. Et en avant pour la réunion d'autocongratulage, on va se dire qu'on est une boîte qui déchire et faire semblant que le quart des effectifs n'a pas du tout envie de démissionner et tenter de faire illusion devant les nouveaux qui
qui ne savent pas encore où ils ont mis les pieds. D'ailleurs, les professionnels du team building le disent eux-mêmes, ils sont là pour animer une session ludique et pas pour faire du management. Si on a une entreprise qui vient vers nous en disant voilà, moi j'ai un problème entre la compta et les commerciaux, faites-moi un team building pour arranger ça, on n'a pas de réponse et on prendra même pas le brief. Je pense que pour le coup, c'est pas notre métier. Après, il faut quand même apporter une nuance parce que malgré ces retours critiques, tous les salariés ne rejettent pas forcément le principe du team building. Et de plus, nos 2 chercheurs ont été confrontés à un résultat assez inattendu. Certains salariés ont expliqué s'être rapprochés de leurs collègues justement à cause de la gêne ressentie lors d'un team building. Si parfois la cohésion elle arrive à naître, c'est parce qu'on se retrouve sur le côté ridicule de la situation. Donc il y a une gêne partagée qui va naître et donc on a des collègues qui vont créer une sorte de connivence et donc ça c'est un côté un peu paradoxal des dispositifs de team building. C'est d'ailleurs un peu de cette manière que va se terminer l'histoire de Caroline. Le plus drôle, c'est que, des années plus tard, alors que je faisais mes courses au supermarché, je suis tombée sur le fameux Fabio. Il était là, superbe, derrière son stand. Conclusion, c'est un type plutôt sympa, mais s'il sonnait vraiment à ma porte, j'appellerais quand même la police. Donc, si on s'intéresse au point de vue des salariés, on apprend que malgré son ambition de jouer sur le bien-être et la performance des équipes, le team building est un outil dont l'efficacité n'a rien d'évident. Et il est important de noter que s'il contente une partie des participants, certains peuvent se sentir mis à l'écart par ce genre de dispositif. Mais alors du coup, si c'est pas si ouf que ça, pourquoi les entreprises continuent de dépenser autant d'argent là-dedans ? À mon avis, loin d'être destiné à rendre les salariés plus heureux ou plus productifs, le team building est avant tout un outil qui permet au management d'assurer la subordination du salarié aux intérêts de l'entreprise. Et ça passe par 3 mécanismes. Et le premier d'entre eux, c'est l'invisibilisation de l'autorité managériale grâce au concept de culture d'entreprise. Quand tu débarques dans une nouvelle entreprise, tu dois tout apprendre. Le travail, mais aussi les codes de cette entreprise. Et si une petite partie de ces règles peuvent être écrites dans un règlement intérieur, la grande majorité d'entre elles vont être transmises par ce que le sociologue Edgar Schein appelle les artefacts de la culture organisationnelle. Ce sont tous les éléments plus ou moins visibles et plus ou moins explicites qui vont te permettre de comprendre comment on attend que tu te comportes. Ça peut être la manière de s'habiller, la manière dont les gens se parlent, les sujets de discussion sur lesquels on revient, ceux qu'on préfère éviter. Et en réalité, rien qu'à la manière dont est organisé un open space, tu peux à peu près comprendre où est-ce que tu mets les pieds. Eh ben, le rôle d'un team building, c'est pas tant de favoriser ton bien-être ou ta performance que de te faire assimiler ces règles de bonne conduite. Si on se retrouve tous les midis pour manger ensemble, il y a peut-être un côté un peu rituel, mais c'est pas le management qui décide de le mettre en place. Alors que le team building, il y a vraiment une décision un peu top-down, ça vient un peu d'en haut, et voilà, là on vous dit dans votre agenda, vous avez cet après-midi-là qui est consacré à ce temps d'activité. Et c'est d'autant plus flagrant dans ce qu'on appelle l'onboarding, c'est-à-dire les team building destinés à accueillir les nouvelles recrues. And I'm thrilled to welcome you to your first ever outdoor retreat and team building occurrence. Tu vas pas du tout te comporter pareil si t'es convié à boire du champagne sur le plus grand voilier du monde, ou bien si on t'accueille dans une salle des fêtes avec un Shifumi géant. Ce qui est acceptable dans une entreprise ne l'est pas forcément dans une autre. Et le team building est une manière de te faire comprendre où est-ce que tu mets les pieds. Est-ce qu'on peut faire une partouze dans une celui-là? C'est l'amusement qui est proposé par l'entreprise. Donc en fait, on vous invite à vous mettre dans ce moule-là, mais on vous dit que c'est ça qui est la bonne manière de s'amuser, en tout cas dans notre entreprise. Le team building est régulièrement mobilisé dans les grands groupes qui ont besoin de conformer des centaines, voire des milliers de travailleurs sous la bannière d'une même marque. Au-delà des décors standardisés et des uniformes de travail, c'est l'outil parfait pour uniformiser la manière de sourire, de s'amuser et d'incarner la marque. Et tout ça se fait sans que le manager n'ait à user de son autorité. Si Jean-Pierre n'a pas envie de participer, Jules et Chantal sont son équipe, vont convaincre eux-mêmes Jean-Pierre de participer, lui dire si tu viens pas, notre équipe va être défavorisée, on sera moins nombreux. Et du coup, Jean-Pierre, il y va. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la pression de conformité du groupe, c'est de ne pas décevoir ses collègues avec lesquels on partage la même équipe. C'est des gens qui sont dans un cadre professionnel, donc ils n'ont pas forcément envie de rigoler ou en tout cas de se lâcher avec leurs autres collaborateurs. Nous, on s'est pris au jeu, même des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir se lâcher, en tout cas dans le monde de l'entreprise. Donc avec cette idée de culture d'entreprise, on a toute une série de règles et de normes qui sont définies par la direction de l'entreprise, mais qui semblent s'imposer toutes seules, c'est-à-dire sans contrainte apparente. Et ça permet au manager de pouvoir rester dans une posture bienveillante et horizontale, puisqu'il peut compter sur des prestataires externes et sur la pression du groupe pour faire en sorte que chacun rentre dans le moule.
On arrive au deuxième mécanisme de la subordination bienveillante. Avec le team building, l'entreprise s'infiltre dans des espaces qu'on avait traditionnellement tendance à opposer au travail, comme le temps libre, la vie privée ou le repos. Le séminaire a été un vrai bol d'air frais. Des activités comme le canoë nous ont permis de déconnecter. En invisibilisant l'autorité du manager, le team building permet de coloniser ce que Thomas Simon appelle le non-travail. C'est-à-dire tous les autours qui restent indissociables du travail, mais qui pourtant ne font pas partie du travail lui-même. Ça va être les pauses, les déjeuners, les relations interpersonnelles et toutes ces zones grises dans lesquelles, a priori, les salariés pouvaient nouer des liens et des solidarités sans être soumis à l'autorité managériale. On va dire que l'entreprise a horreur de ces zones grises, de ces zones de coulisses justement. Elle veut avoir le contrôle maximum sur tout ça. Donc c'est pour ça que le team building est parfait pour ce type de contrôle. Parce que si on vous impose telle ou telle activité, au moins ils vont pas trop discuter des choses qui fâchent. On va leur dire là ils ont un gros escape game à faire, etc. Ils vont se focaliser sur l'activité amusante qu'on leur propose, sans commencer à avoir des bruits de couloir sur les histoires d'augmentation, de carrière, etc. De type de contrat qui peuvent effectivement après faire vaciller certains pans de l'organisation. Et donc là on arrive au troisième mécanisme. Cette subordination invisible et cette colonisation du non-travail vont participer à vulnérabiliser les salariés. Tu te souviens des team building hyper vénères des années 80-90 ? Eh ben je pense qu'il y a des restes de cette époque. Et notamment la croyance selon laquelle pour souder un groupe, rien de tel qu'une expérience émotionnelle forte, voire un peu traumatisante. C'est une idée totalement assumée par le chef d'entreprise et maître de conférence à HEC Lionel Bélanger sur France Inter. Par exemple, des amis partent ensemble et puis ils vont faire un petit tour en mer, il y a un orage terrible qui se déclenche, ils vivent 3 heures épouvantables, ça va être la référence de leur vie, ils vont en parler ensemble, ça va souder des liens ça. Le team building pour moi c'est comme un médicament. On va partager un certain nombre de choses ensemble, il peut se produire des incidents, il y a des dents cassées dans le rafting ou des poignets tordus, mais on a vécu quelque chose ensemble. Si t'as vu la série The Office, tu te souviens peut-être de l'épisode qui parodie ça, dans lequel Michael Scott met au défi son équipe de traverser pieds nus un sol embrasé de charbon ardent. It's okay. I will do this, Michael. Eh ben, en juin 2022, 25 employés d'une entreprise publicitaire suisse se sont retrouvés aux urgences après avoir participé à ce type d'atelier. Et en parallèle de ces formes de team building un peu archaïques qui continuent d'exister, de nouvelles formes de vulnérabilisation des salariés ont fait leur apparition. En apparence, elles respectent les codes du management bienveillant, mais au final, elles s'avèrent tout aussi violentes. Et pour illustrer ce paradoxe, je vais vous raconter l'histoire d'Emma. Elle est enseignante en école primaire et on lui a proposé de participer à une séance de team building afin de tisser des liens avec ses collègues. On nous avait demandé d'apporter un objet de notre enfance et d'expliquer pourquoi on l'avait choisi. J'ai trouvé ça assez anodin, alors j'ai simplement pris un livre d'images que mon père me lisait quand j'étais petite. Mais la séance ne s'est pas déroulée comme je l'avais imaginé. Très vite, j'ai compris qu'il ne s'agissait pas de partager des souvenirs mignons ou réconfortants, mais des expériences personnelles et si possible traumatisantes. La directrice a commencé à raconter une histoire très détaillée sur son ex-mari qui l'avait violée et battue. Une collègue a raconté comment sa mère est morte quand elle était adolescente. Une autre, comment son père l'avait agressée sexuellement lorsqu'elle était petite. Elle pleurait et les gens la félicitaient d'être résiliente. J'étais incroyablement mal à l'aise. Je connaissais à peine ces gens et je n'arrivais pas à croire qu'ils étaient prêts à livrer des choses aussi intimes devant des collègues, dont la plupart étaient de parfaits inconnus. Comment on peut avoir l'idée d'organiser ce genre d'activité et comment des gens peuvent accepter d'y participer? Et pour comprendre ce qu'a vécu Emma, on peut mobiliser les travaux de la sociologue Eva Illouz. Selon elle, la vulnérabilité, l'authenticité ou encore l'estime de soi sont devenues des ressources instrumentalisées par les entreprises pour produire de l'engagement, de la motivation, voire de la loyauté. Les affects ne sont plus l'espace du privé, mais bien un terrain d'intervention managériale. L'authenticité est devenue, si vous voulez, la grande idéologie, du moins à la fin du XXe siècle, et c'est une idéologie qui nous fait constamment travailler. Le philosophe Michel Foucault a montré que certaines institutions comme l'école, l'hôpital ou la prison façonnent les comportements, les attitudes et les manières d'être jusqu'à produire des individus qui s'auto-contrôlent. Je pense qu'on pourrait étendre cette analyse à l'entreprise contemporaine. On ne demande plus seulement aux salariés d'obéir à un contrat de travail, mais de faire preuve d'adhésion à des valeurs et de mettre en scène son implication dans des dispositifs comme le team building. C'est-à-dire que ce qui nous choque dans des histoires comme celle d'Emma ne doit pas être considéré comme une dérive accidentelle. C'est la partie visible de l'iceberg. Un moment particulièrement intense d'une logique diffuse. Un continuum de violence managériale.
Récapitulons ce qu'on a dit depuis le début. Le team building puise ses racines à la fois dans des expérimentations managériales du XXe siècle et dans l'idéologie libérale des années 80. Pensé comme un levier de bien-être et de performance, il est devenu un outil incontournable de l'entreprise contemporaine. Pourtant, malgré une adhésion relative des salariés, rien ne prouve que le team building améliore réellement leur bien-être ou leur productivité. En réalité, sa fonction principale semble être de renforcer la subordination du salarié en dissimulant l'autorité derrière une façade bienveillante, en empiétant sur sa vie privée et en imposant des expériences émotionnelles parfois traumatisantes. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut en finir une bonne fois pour toutes avec les team building? Pour que tu puisses te faire ton propre avis, je vais passer en revue les différents points de vue de toutes les personnes que j'ai interrogées. D'un point de vue légal, rappelons que les team building organisés sur les temps de travail sont soumis aux mêmes droits, aux mêmes horaires et aux mêmes règles de subordination qu'une journée normale. Et sauf exception, ceux qui sont organisés hors du temps de travail sont en principe facultatifs. Un salarié peut faire valoir un droit de retrait s'il estime qu'une activité représente un danger. Patrick Victor, le président de la Fédération française de team building, estime que les team building sont utiles à condition de se concentrer uniquement sur les activités vraiment coopératives. En gros, selon lui, c'est pas tant l'activité qui compte que la règle du jeu. De son côté, Thomas Simon, docteur en sciences de gestion, défend l'idée d'abandonner toute activité imposée par la direction au profit de moments spontanés à l'initiative des salariés eux-mêmes. Enfin, selon la sociologue du travail Danielle Linhart, toute activité de team building serait par principe inutile. Selon elle, c'est un problème plus profond. Dans une organisation du travail fonctionnelle, la cohésion et la coopération émergent naturellement du travail lui-même, pas d'activité artificiellement imposée par le management. Et personnellement, j'adhère plutôt à cette idée, selon laquelle si t'as besoin d'imposer un team building, c'est qu'il y a sans doute quelque chose qui déconne dans le travail lui-même. Après, si on n'est pas dupe et qu'on a conscience que le fun et la bienveillance sont là pour faire passer des intérêts managériaux, alors go faire des escape games ou boire des coups aux frais de ta boîte. D'ailleurs, petite parenthèse, si vous avez envie de soutenir la chaîne et mon travail, n'hésitez pas à juste cliquer sur le lien sponsorisé Incogni en description. Ça vous prend une seconde et moi ça me permet d'avoir un meilleur trafic, ce qui est pas toujours évident quand on est une petite chaîne. Sur ce, continuez à vous poser des questions, à politiser ce qui vous entoure. Bon été, ciao!